Bonsoir. Alors l'autre fois, nous avions laissé le groupe en pleine discussion et en pleine recomposition de leur musique et de leurs textes avec les producteurs. Alors, les semaines suivantes, Georges travailla avec Liam sur les textes. Il ne voulait pas changer ses sujets, seulement améliorer les paroles et les rendre plus accessibles aux jeunes. Des thèmes trop sérieux pouvaient leur paraître rébarbatifs. Il brancha quelques amis sur le coup, et bientôt d'autres auteurs-compositeurs travaillèrent les textes et les mélodies avec lui. Le groupe, qui n'était pas fermé à toute proposition, admit que les chansons étaient bien meilleures. Les textes étaient plus forts, les musiques plus recherchées. Dans l'année qui suivit, ils enregistrèrent des maquettes, tout en continuant de se produire dans les clubs des alentours. Leur style s'était encore un peu plus affirmé, et bientôt ils eurent un accord avec une autre grande maison de disques et un magazine pour jeunes, un contrat et de la publicité. L'été suivant, le premier single sortit sur les ondes, Soudainement Fliegen, S'envoler sur la lune, l'histoire d'une rupture et de retrouvailles dans le monde nocturne, avec un message un peu plus profond qu'il n'y paraissait. Quand on lisait à travers les lignes, on comprenait que peu importe les obstacles à traverser, il y avait toujours un moyen de s'échapper du quotidien, de se rappeler les bons moments et surtout de continuer à avancer dans la vie. On présenta alors Japan Road au grand public. Le groupe expliqua le choix de ce nom, inattendu pour un groupe allemand. Japan parce qu'on aime le Japon et cette culture, expliquait Liam qui s'imposa comme leader du groupe, et Road parce que cela représente bien notre mode de vie depuis des années. On est toujours sur la route entre une ville et une autre. Ce fut un succès immédiat. Au grand étonnement de tous, les jeunes accrochaient totalement. Ils aimaient tout. Les textes, la musique rock, le look des garçons, leur franchise en interview, leur spontanéité à la télé. En quelques semaines, ils furent propulsés stars dans leur pays. Ils étaient les nouvelles idoles. Malgré tout, ils étaient jeunes, ils avaient à peine 16 ans, et Josh engagea une équipe de sécurité dirigée par Jackie. Jackie et Tabby furent leurs premiers gardes du corps. Il faut que je vous montre, si vous voyez, le dessin fait par Alligator, du manager Josh Davis et de Liam, le petit chanteur. Alors, l'album cartonna et ce fut une ascension sans précédent en Allemagne. Jamais un si jeune groupe de rock n'avait connu un tel succès ou n'avait été aussi adulé. Ils firent leur première tournée dès la fin de l'année. Ils étaient réclamés aux quatre coins du pays, faisaient tous les jours la une d'un magazine et les sites internet en tout genre se multipliaient comme une traînée de poudre. Le phénomène traversa rapidement les frontières et bientôt on demanda Japan Road dans tous les pays d'Europe et plus spécialement en France. Avec stupeur, le groupe réalisa grâce au site internet qu'ils avaient un succès énorme auprès des adolescents français. Des vidéos de fans traînaient sur YouTube où on les voyait chanter en allemand. Rapidement, les sites s'étaient organisés pour traduire les interviews et les paroles des chansons. Les magazines avaient reçu des demandes d'articles et les chaînes s'étaient vues demander la diffusion de leurs clips. Dans chaque ville, des adolescents pensaient être les seuls à aimer ce groupe qui chantait dans une langue incompréhensible pour la plupart d'entre eux. Ils étaient peu à faire allemand en langue étrangère, mais c'était justement cela qui faisait leur succès. C'était nouveau et peu commun. Tout le monde écoutait de la musique anglaise et américaine. Il y en avait à foison. Des groupes de rock chantant en allemand, osant afficher leur personnalité comme Japan Road le faisait, il n'y en avait qu'un. Et chaque adolescent qui aimait le groupe se sentait un peu spécial, différent. Il connaissait un groupe que personne d'autre ne connaissait. Les autres aimaient tel chanteur à la mode, mais eux ne suivaient pas bêtement le troupeau. Petit à petit, les fans tirèrent une leçon des chansons et osèrent affirmer leurs différences et leur goût. Les cheveux, les ongles, les paupières se teintèrent en noir, les vêtements se couvrirent de têtes de mort et d'étoiles, les rayures et les damiers devinrent des motifs à la mode, et quand le groupe commença à faire de la promo et des concerts en France, il mesura alors rapidement l'étendue de son succès. 2 ans plus tard, rien ne laissait présager que cet énorme succès deviendrait encore plus important, au point que le groupe devienne un phénomène complètement inexpliqué. Leur maison de disques avait largement remporté son challenge, là où les jeunes artistes étaient normalement coachés pour donner une bonne image d'eux-mêmes, Japan Road était au contraire totalement libre. Leurs producteurs étaient un peu curieux de voir où les 4 amis pourraient aller, quand ils se planteraient, quand le succès retomberait, chaque personne qui avait investi dans le groupe aurait eu plus que sa part financière de toute façon. Mais loin de chuter, les ventes de CD et DVD explosaient malgré la crise que connaissaient bon nombre d'artistes face au téléchargement illégal.
La production de certains magazines jeunes avait augmenté. Les places de concert se vendaient dans la demi-journée et toujours, une foule de jeunes filles suivait le groupe où qu'il aille. Elles dormaient devant les radios, les studios télé, les salles de concert, les hôtels. Elles arrivaient plusieurs jours avant et campaient. Elles avaient fait de la chanson de Pascal Obispo aux fans leur hymne absolu, mais finalement, la chanson qui leur ressemblait le plus était La groupie du pianiste de Michel Berger. Lors de la première tournée française, nombreuses furent les fans qui suivirent le groupe sur plusieurs dates, voire toutes les dates. Elles parcoururent la France. La presse et les adultes les disaient cinglées, obsédées, idiotes, inconscientes. Elles étaient en fait organisées et indépendantes. Elles loupaient les cours, certes, mais les rattrapaient. Comparées aux jeunes qui passaient leur journée devant la télé à subir bêtement un programme sans intérêt, elles prenaient le train, voyageaient, visitaient une nouvelle ville. À l'heure où les ados jouaient à des jeux vidéo sur l'ordinateur, elles utilisaient Internet pour trouver le billet de train le moins cher, le plan d'une ville, les McDo environnants, ou un site de réservation de dernière minute qui proposait des chambres d'hôtel pas chères. Et quand les uns discutaient sur MSN ou sur les chats, elles étaient réunies devant la salle de concert, partageaient leurs galères, leurs souvenirs, leurs confidences et les dernières infos sur le groupe. Quelques fans avaient créé la SDF, Société des fans sans domicile fixe, et les adolescentes revendiquaient fièrement le fait d'appartenir à ce groupe. On désignait généralement par ce nom les fans qui vagabondaient au gré des promos et des concerts de Japan Road, mais les plus connus étaient les lunatiques. Alice, Anta, Camille, Carmen, Fanny, Julia et Vicky. 7 jeunes filles qui suivaient le groupe depuis leur tout début. Depuis que Zudenmond Fliegen était sorti sur les ondes, elles avaient choisi ce nom en rapport avec la lune et en référence avec la toute première chanson. Mais aussi parce qu'elles étaient toutes les 7 aussi changeantes que la lune. Toujours au premier rang, elles étaient repérables et figuraient souvent dans la presse. Elles participaient aussi aux différentes émissions télé et on leur demandait de représenter les fans de Japan Road. Du grand journal au talk show de Marc-Olivier Fogiel, même si on ne connaissait pas leur nom, on se rappelait d'Alice comme étant la fille aux cheveux rouges, qui passait à la télé. Au fil du temps, elles avaient aussi développé une relation spéciale avec le groupe et son équipe de sécurité, et ce n'était pas sans attirer les jalousies, les jugements et les méchantes rumeurs. Aujourd'hui, tout ce qui se passait autour du groupe était tout simplement incroyable. Le vieux monsieur était adossé au mur entre les arcades. Il avait du mal à comprendre. Mais pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi attendre toute la journée dans le froid? Pour les voir, s'écrièrent en chœur les jeunes filles. En arrivant à l'hôtel, des fois ils signent des autographes, expliqua Christiane. Oh, c'est rare, la contredit Lynn. Ils signent plutôt le lendemain avant d'aller à la promo. Oui, c'est vrai, concéda Abby. Mais on se doit quand même d'être là, renchérit Clochette. Et on ne vient pas uniquement pour avoir des photos et des autographes, ajouta Amélie. C'est aussi pour leur montrer qu'on est là, qu'on les soutient. C'est clair, approuvèrent plusieurs d'entre elles. Mais comment savez-vous dans quels hôtels ils sont? Se demanda le monsieur. Les vedettes gardent ce genre de choses secrètes. C'est facile, ils viennent toujours au Royal Monceau, claironna Delphine, et ses amis lui lancèrent un regard réprobateur suivi d'un chut. C'est avenue Hoche, dit Abby. Je parie que c'était une grande bataille allemande, ça aussi. Ah ah, s'exclama le vieux monsieur. Oh non, viens voir. Il l'emmena sous la deuxième arcade, et gravé sur le mur du pilier nord, elle put lire Hoche, au-dessus de Bernadotte, un maréchal qu'ils avaient cité tout à l'heure. Le général Lazare Hoche a servi pendant la Révolution française, et il a ensuite pris la tête d'une armée de la Jeune République qui avait pour but de combattre les révolutionnaires et les ennemis pour maintenir le règne de Louis XVI. D'ailleurs, j'y pense, en parlant de Louis XVI, dit-il en pointant le deuxième nom en haut de la colonne. Le marquis de Lafayette a été capturé et retenu prisonnier à Magdebourg. Ah oui, s'exclamèrent les adolescentes, intéressées par la moindre petite info ayant un rapport, même éloigné, avec leurs idoles. Oui, c'était 1792. On voulait destituer le roi de son trône et Lafayette s'y opposait. Il poussa le roi à faire la guerre et à combattre le peuple et les ennemis avec les armées de la Jeune République. Hélas, il fut ensuite capturé. À Magdebourg, il était retenu dans un petit appartement souterrain et humide, dans des conditions inhumaines. Un mois plus tard avait lieu la bataille de Valmy, avec les conséquences que vous connaissez. La Première République, le changement du calendrier, etc. Et savez-vous que durant cette bataille de Valmy, dans le camp adverse, combattait un jeune romancier allemand du nom de Goethe? Les jeunes filles commençaient à vraiment s'impatienter. Bon, ce n'est pas tout, mais on nous attend, l'interrompit Cristal. Dégrouillez les filles.
Elles en profitèrent toutes pour prendre leur sac et quitter l'Arc de Triomphe. Elles s'éloignèrent en rigolant alors que Cristal fulminait. Franchement, aucune initiative, les copines. Si elles n'avaient pas été là pour couper court à la conversation, le vieux monsieur serait encore en train de leur faire un cours d'histoire des guerres. Et en plus, elles ne le connaissaient pas, ce monsieur, donc rien ne les obligeait à écouter poliment ses discours. Voilà, je vous laisse là, à bientôt.